Ce n'est un secret pour personne, mon œuvre favorite c'est One Piece. Aventure, rêve, nostalgie, complexité, action, il n'y a qu'un seul manga qui pour moi réunit toutes ces qualités. Après presque 25 ans d'existence, on en a vécu des choses avec Luffy et l'équipage au chapeau de paille à travers des dizaines de saisons, arcs et sagas. Ensemble donc, je vous propose de revenir sur ce que je pense être les 10 meilleurs arcs de One Piece actuellement. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas beaucoup de subjectivité sur ce que je vais dire. J'ai moi-même mes petits préférés et forcément ce ne seront pas les mêmes pour d'autres personnes. Néanmoins, j'ai essayé de mettre le plus d'objectivité possible dans le classement. Bref, salut à toutes et à tous, c'est Kamui et aujourd'hui on va tracer le top 10 des meilleurs arcs de One Piece. Numéro 10, l'arc du Baratie. C'est une décision qui va en surprendre plus d'un, mais oui, je considère l'arc du Baratie comme l'un des meilleurs arcs de tout One Piece. L'arc du Baratie se déroule au tout début de l'œuvre, après avoir vaincu le capitaine Kuro et avoir recruté Usopp, l'équipage au chapeau de paille continue sa route sur East Blue et rencontre Johnny et Yosaku, deux chasseurs de primes et un 5 coéquipier de Zoro. Ensemble, ils vont faire route vers un navire-restaurant reconnu dans tout East Blue, le Baratie. Tout semble se passer pour le mieux, cependant, la marine est présente et surtout le capitaine de l'armada pirate Don Krieg souhaite s'approprier le Baratie, c'est lui qui sera l'ennemi principal de Luffy durant cet arc. Mais alors, pourquoi le Baratie est-il l'un de mes arcs préférés ? Eh bien car plusieurs choses mentionnées ou arrivées tout au long de l'arc ont mine de rien eu des répercussions énormes sur la suite de One Piece, comme si l'entrée dans Grand Line ne se faisait pas après Lockdown mais ici. Déjà, le Baratie signe l'introduction du premier gros adversaire de Luffy dans l'œuvre, à savoir Don Krieg, un colosse à 15 millions de berry, mais surtout l'homme possédant le plus puissant équipage pirate de East Blue. C'est également le premier adversaire qui donnera des fils à retordre au fruit du démon de Luffy, rendant Krieg très impactant dans l'histoire, même si beaucoup l'ont aujourd'hui oublié. Mais plus que le combat entre Luffy et Don Krieg, l'arc Baratie c'est également l'introduction du personnage de Sanji, qui rejoindra ensuite l'équipage à la fin de cet épisode pour accomplir son plus grand rêve de trouver la mer légendaire All Blue. Sanji prendra part à l'un des combats les plus impressionnants de la saga East Blue, peut-être même de l'intégralité de la saga Grand Line, en affrontant Gin, le second de Don Krieg, et un personnage qui restera dans les mémoires pour ses compétences au combat et sa droiture mentale. Mais ce n'est pas toujours fini. L'arc Baratie, c'est l'introduction des 7 grands corsaires, ces pirates surpuissants qui deviendront plus tard des ennemis récurrents de notre pirate au chapeau de paille. Mais je reparlerai de plus tard sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Bref, l'arc signe donc la toute première apparition de Dracul Mihawk, le meilleur sabreur du monde. Son combat d'anthologie contre Zoro, qui se promet alors de ne plus jamais perdre contre quelqu'un, reste l'une des scènes les plus cultes de One Piece. C'est à ce moment-là que notre fine lame aux cheveux verts commencera réellement son ascension vers le titre du meilleur des escrimeurs. Numéro 9, l'arc de Dressrosa. Dressrosa c'est le deuxième arc le plus long de One Piece, seulement dépassé récemment par Wano Kuni. Et mine de rien, tout comme l'arc du Baratie, Dressrosa c'est un moment où beaucoup de choses vont commencer à changer l'univers pirate. L'alliance entre Law et Luffy a été conclue sur Punk Hazard, avec pour objectif de vaincre Kaido, l'un des 4 empereurs. Pour ce faire, nos héros ont déjà détruit l'usine du SAD en battant César, mais vont devoir également détruire l'usine de Smile située sur Dressrosa, ce qui couperait alors l'approvisionnement en fruits du démon pour l'équipage de Kaido, limitant alors théoriquement sa puissance. Accompagné de Kinemon et Momonosuke, l'équipage au chapeau de paille va devoir se frotter à la Don Quichotte Family, organisation pirate qui contrôle Dressrosa et l'usine de Smile. Cette organisation est dirigée par Don Quichotte Doflamingo, l'un des 7 grands corsaires. Bon alors, pourquoi cet arc est-il aussi bon malgré le fait qu'il soit un poil trop long à mon goût ? Eh bien, c'est parce que l'arc nous présente tout un tas de personnages, osef pour certains mais super intéressants pour d'autres. L'arc de Dressrosa est certes long, mais il est vivant. En fait, c'est pas seulement une course pour détruire l'usine de Smile, mais un arc se passant sur une île pleine d'histoire où les habitants auront aussi un immense rôle à jouer. L'arc de Dressrosa, c'est l'apparition de Fujitora, ce sont les combats endiablés du Colisée, le retour de Sabo, l'affrontement d'anthologie entre Law, Luffy et Doflamingo, le récit de la famille royale d'un mystérieux gladiateur cherchant à venger sa défunte femme, ou encore la création de la flotte du chapeau de paille. Si sur le papier, Dressrosa ressemble énormément à Alabasta, l'on ne peut que souligner l'extravagance des membres de la Don Quichotte Family ou de l'injustice malheureuse dont a été victime la famille royale et le roi Riku. On notera que c'est durant cet arc que Fujitora annoncera son souhait de dissoudre l'ordre des grands corsaires et qu'il se prosternera publiquement face au roi pour présenter ses excuses et celles de la marine. Bref, il s'est passé tellement de choses, tellement de moments incroyables qu'on ne peut pas vraiment se plaindre de la longueur de l'arc. Dressrosa est un incontournable et peut-être actuellement l'arc le plus impactant dans l'histoire récente de One Piece. Numéro 8, l'arc Whole Cake Island. Sans doute l'arc le moins impactant compte tenu de l'histoire de One Piece de ce top, l'arc Whole Cake Island ne reste pas moins un arc qui restera dans les mémoires, étant par ailleurs le premier arc mettant en avant le personnage de Vince Mock Sanji, et surtout le premier arc où nos héros vont directement faire face à l'un des 4 empereurs, Big Mom.
Après Dressrosa, nos héros se sont rendus sur Zo, là-bas ils forment l'alliance avec les Minx, les samouraïs et les ninjas, et alors l'équipage se divise en deux. D'un côté, Robin, Zoro, Usopp et Franky se rendent directement sur Wano Kuni pour préparer la bataille contre Kaido, et de l'autre, Brook, Nami, Chopper et Luffy se rendent dans le territoire de Big Mom ou Whole Cake afin de récupérer et de sauver Sanji de son mariage forcé avec l'une des filles de l'empereur. Cet arc est très critiqué par les fans car effectivement c'est un arc sauvetage. Le but était simplement de sauver Sanji puis de s'enfuir. Pas de combat direct contre Big Mom, ni d'importance capitale dans l'œuvre comme c'était le cas pour Enies Lobby, un autre arc sauvetage. Néanmoins, Whole Cake est vraiment cool. Grâce à un combat notamment qui restera dans les mémoires et dont le monde entier a parlé, Luffy contre Katakuri. Un combat dantesque, incroyable, qui même sans enjeu majeur est important pour le développement propre de Luffy. C'est à la suite de ce combat que Luffy va maîtriser comme jamais son acquis de l'observation, qu'il va s'entraîner à rendre son fruit du démon plus efficace et qu'il va élaborer une nouvelle variante de Gear Force. Ce combat reste et restera dans les mémoires, car Katakuri est un personnage impressionnant qui a su captiver le lecteur comme spectateur de par son charisme et sa mentalité, prenant réciproquement Luffy par respect, et combattant de toutes ses forces son adversaire, même si la défaite peut signer l'échec de destruction de l'équipage au chapeau de paille et décevoir Big Mom. Ce combat est génial, mais il y a plein d'autres choses à citer, que ce soit le propre développement de Sanji, la performance incroyable de Brook pour récupérer les copies d'un Road Poneglyph, la transformation sous l'ongle de carotte, la réapparition de Jinbei ou encore le sacrifice mémorable de Pedro. Je comprends que cet arc ne soit pas le préféré de tout le monde, mais c'est indéniable que sur certains points, Whole Cake Island ait été génial. Numéro 7, Impel Down. C'est un arc un peu spécial dans le monde de One Piece, puisque l'entièreté de celui-ci se déroule dans un seul bâtiment. Après avoir été séparé du reste de l'équipage sur l'île des Sabondi, Luffy atterrit sur Amazon Lily et fait tomber amoureux de lui l'impératrice pirate et membre des 7 grands corsaires, Boa Hancock. Grâce à son aide, Luffy va infiltrer un vaisseau de la marine à destination de Impel Down, la prison la plus sûre et la mieux gardée du monde, et où sont enfermés les plus dangereux criminels de One Piece. Si Luffy y va, c'est pour sauver son frère Ace, enfermé là en attente de son exécution après sa défaite contre Barbe Noire quelques temps plus tôt. L'on va donc suivre dans cet arc les péripéties de Luffy dans la prison à la recherche de son frère, et l'arc il est sincèrement, mais vraiment trop cool. L'arc Impel Down c'est le retour de personnages comme Baggy, Mr. Free, Bon Clay, Mr. Man, Crocodile, Barbe Noire et l'apparition de nouveaux personnages comme Jinbei et surtout Magellan, le directeur d'Impel Down. Magellan est un personnage que j'adore et qui est surtout surpuissant. Il a vaincu Luffy sans trop de difficulté et a laissé à l'article de la mort le personnage principal de One Piece. Après sa défaite, Luffy va être envoyé au niveau 5 d'Impel Down où il devrait mourir de la dose létale du poison qu'il a reçu face au pouvoir de Magellan. Mais il est cependant sauvé in extremis par Bankley dit Mr. Two, ancien agent du Baroque Works qui va réussir à l'amener au niveau de caché 5.5 où le révolutionnaire Emporio Ivankov va soigner Luffy en échange de 10 années de sa vie. En apprenant que Luffy est le fils de Dragon, Ivankov et ses troupes vont aider Luffy à sortir d'Impel Down pour aller sauver Ace de la Potence, qui sera par ailleurs déjà en route pour Marineford. Je pense que l'on peut dire de l'arc d'Impel Down qu'il est un bon arc avec toute cette mixture de personnages anciennement ennemis qui se sont alliés pour s'évader de la prison la plus sécurisée du monde, de la leçon d'amitié dictée par Bankley se sacrifiant à la fin de l'arc pour laisser partir les autres, l'apparition d'Ivankov ou encore et surtout le personnage de Magellan, tellement puissant qu'il vaincra Luffy et l'équipage de Barbe Noire en entier. Un directeur de prison si fort et si charismatique que beaucoup de fans dont moi attendent le retour. Numéro 6, l'arc des Shabondi. Précédant Amazon Lily et Impel Down, l'arc des Shabondi sera le dernier arc de la première partie de Grand Line où notre équipage sera en complet. A l'époque, on n'avait pas de perspective de sauvetage de Ace ou guerre au sommet, nos héros suivaient juste leur aventure pirate comme c'était déjà le cas depuis plusieurs années. Dans cette optique-là, et pour atteindre le nouveau monde, nos héros doivent passer par l'île des Hommes-Poissons, une île sous-marine uniquement accessible en appliquant un revêtement spécial sur un bateau, ce qui n'est possible que sur Shabondi, où des artisans spéciaux résident. Après avoir sauvé la sirène Kemi et l'étoile de mer Papug, Luffy et ses camarades partent pour Shabondi à la recherche de l'un de ses fameux artisans, Rayleigh. Cependant, Kemi est enlevé et emprisonné à la salle des enchères de l'île pour être vendu. L'arc des Shabondi est connu pour être le premier arc où vont apparaître les dirigeants de ce monde, véritables dieux humains, les dragons célestes. Et l'un d'entre eux s'est justement pris l'envie d'acheter Kemi à un prix que personne ne peut concurrencer. Pour sauver Kemi et l'ancien coéquipier d'Arlong Octo, Luffy va, dans l'une des scènes les plus cultes de One Piece et des mangas animés en général, un puissant coup de poing dans la face du dragon céleste, dans l'un des rares moments où seule la rage de notre cher pirate au chapeau de paille parle. Cependant, lorsque l'un des dragons célestes est frappé, un amiral de la marine et sa flotte est appelé pour auxilier les fautifs de l'agression, et l'on sait comment ça s'est terminé la dernière fois que nos héros ont rencontré un amiral. Bref, Kizaru débarque et démolit tout le monde, même les supernovas, des rookies dont la prime dépasse les 100 millions et qui se trouvaient sur l'île à ce moment-là, comme Luffy, Zoro, Kid, Hawkins ou Drake.
Mais Kizaru n'apparaît pas seul puisqu'il est épaulé par Sentomaru et les puissants cyborgs pacifistas, mais surtout le grand corsaire Bartholomew Kuma. Trop de puissants adversaires qui vont pulvériser l'équipage au chapeau de paille dans une scène poignante où Luffy se rend compte d'à quel point il est faible. L'équipage ne réchappera à la mort que grâce à l'intervention furtive de Kuma, membre en réalité des révolutionnaires, qui va disperser l'équipage aux quatre coins du monde, et grâce également à Rayleigh, l'artisan revêteur qui se révélera être l'ancien second de Goldie Roger. Bref, l'arc des Chapeaux-de-Paille est un arc introduisant de tas de nouveaux personnages, mais surtout celui qui fera prendre conscience aux chapeaux de paille qu'ils ne peuvent pas toujours gagner, et qu'ils devront alors bien s'entraîner durant 2 ans, avant de revenir et de continuer leur péripéties sur le nouveau monde. Numéro 5, l'arc d'Alabasta. Sensiblement similaire sur le fond à Dressrosa, l'arc Alabasta est un incontournable qui marque le début du côtoiement des pointures de ce monde par l'équipage au chapeau de paille. Après avoir été victime de chasseurs de primes sur Whiskey Peak, nos héros rencontrent la princesse Alabasta, Nefertari Vivi. En voyant leur performance au combat face à 2 puissants adversaires, Mr. Five et Miss Valentine, elle leur propose alors une certaine somme d'argent contre leur aide pour sauver le royaume d'Alabasta, appauvri et affaibli par les agissements dans l'ombre de l'un des 7 grands corsaires, Crocodile, à la tête d'une puissante et grande organisation, le Baroque Works. Crocodile utilise en effet une poudre spéciale faisant pleuvoir à un endroit, mais en asséchant un autre. Cela a créé une guerre civile et une armée rebelle qui en veut au roi, car elle pense que c'est de sa faute, car la capitale est riche tandis que le reste du pays n'a même plus d'eau à boire. A noter d'ailleurs qu'Alabasta est un pays désertique. L'arc d'Alabasta est le premier gros arc de One Piece, c'est la première fois que les Mugiwara vont avoir chacun un adversaire à affronter et que la marine sera également présente. On notera également la défaite légendaire de Luffy face à Crocodile lors de leur première rencontre, une scène troublante mais épique où l'on se rend compte que nos héros ne s'en sortiront à chaque fois pas indemnes et victorieux. Outre cette défaite, on peut aussi noter les combats mémorables d'Usopp et Chopper face à Miss Merry Christmas et Mr. Four, ou encore la fin légendaire de l'affrontement entre Zoro et Mr. One. Mais il y a également l'apparition de Nico Robin, le deuxième round entre Crocodile et Luffy, et surtout, à mon sens, la meilleure scène de l'arc, celle où Vivi tente d'arrêter l'armée rebelle qui allait attaquer la capitale et l'armée royale. Une scène à juste titre poignante et injuste où la voix de Vivi n'atteint même pas les oreilles de son ancien ami d'enfance, Koza. Tout aurait été tellement plus simple si ce dernier avait vu Vivi et s'il l'avait entendu, évitant alors de nombreuses morts des deux côtés, et le souhait de Vivi de rendre son royaume aussi beau qu'avant. Une scène incroyable et pleine de sens qui aura fait pleurer le maître Oda lui-même lorsque celui-ci la dessina. Enfin, l'arc Alabasta se termine sur la victoire des chapeaux de paille et surtout sur cet événement cultissime de One Piece où chacun des membres de l'équipage lève son poing de manière visible en signe d'adieu à leur compagnon Vivi. Numéro 4, Marineford. La fameuse guerre au sommet, l'arc le plus épique de la première partie de One Piece et l'arc le plus important dans l'avancement de l'histoire jusque-là. Après être sorti d'Impel Down, Luffy, accompagné des anciens prisonniers, fait cap vers Marineford, là où son frère Ace doit être exécuté et ancien quartier général de la marine. Il ne faudra cependant pas attendre l'arrivée de Luffy sur les lieux pour que le combat commence. En effet, apparaît là l'empereur Barbe Blanche, son équipage, son armada de 46 navires et capitaines pirates, tous reconnus dans le Nouveau Monde, dans le but de sauver leur camarade Ace. De l'autre côté, il y a plus de 100 000 soldats de la marine, dont les 3 émiraux et bien sûr 5 des 7 grands corsaires, Hancock, Miho, Doflamingo, Kuma et Moria. Absolument tout est masterclass dans cet arc. Le personnage de Barbe Blanche à lui seul est l'une des raisons qui font de cette guerre l'un des affrontements les plus épiques de l'industrie de l'animation et des mangas, tous confondus. Les combats sont incroyables, Miho, Jaws, Vista, Garp, Marco, les 3 amiraux, Sengoku ou l'arrivée mémorable et décalée du groupe de Luffy dans la baie. C'est un arc exceptionnellement important, l'on y découvre le passé de Luffy et Ace, leur ascendance avec Roger et Dragon, révélée au monde entier, le déluge de puissance de Edward Newgate et son lien fort qu'il entretient avec ses milliers de fils spirituels qu'il l'appelle père. Mais Marineford, malheureusement, c'est aussi la mort de Ace, inattendue, poignante, culte mais surtout si importante pour Luffy et son évolution. Il commence alors à se rendre compte à quel point il est petit dans ce monde, il a perdu son frère et a été séparé de son équipage, il faut absolument qu'il devienne meilleur. Enfin, il faudra également parler de la mort incroyable de Barbe Blanche, après avoir montré au monde entier à l'équipage de Barbe Noire qu'il est bel et bien l'homme le plus fort du monde. Un homme qui, après 267 coups d'épée, 152 balles et 46 boulets de canon reçus, perdant la moitié de son visage tout en affrontant les 3 amiraux de manière successive, s'était un debout, montrant fièrement son dos et son symbole immaculé, signifiant que jamais dans sa vie il n'a tourné le dos à son adversaire, jamais il n'a fui. Une mort d'autant plus intéressante et épique, relançant, en disant que le One Piece existe, une nouvelle ère de la piraterie et une nouvelle ère tout court par sa mort. J'en parle plus en détail dans ma dernière vidéo, mais je tenais à le rappeler. Bref, tous ces moments, tous ces personnages, tout ça, c'était dans un seul arc, Marineford.
Numéro 3, l'arc de Wano Kuni. Oda l'annonçait lui-même, l'arc de Wano Kuni serait bien plus épique que celui de Marineford. Et personnellement, cet arc m'a absolument conquis et continue encore aujourd'hui de me conquérir car évidemment, il est toujours en cours. Voilà la consécration de 10 ans d'écriture. Depuis Punk Hazard en passant par Zo et Dressrosa, voilà ce à quoi devait aboutir l'alliance entre Law et Luffy, la tête de Kaido. Après l'arc Wall Cake, Noriro rejoignent le reste de l'équipage sur Wano et ranie au passage les forces rebelles contre le shogunat Kurozumi, dirigé par Orochi, alias Kaido. Outre les derniers chapitres qui sont selon moi incroyables, avec tous ces combats contre Kaido et Big Mom sur Onigashima, c'est réellement l'ambiance de Wano et l'histoire du pays doré qui m'attire. Ce qui m'a conquis, moi comme beaucoup d'autres, c'est l'histoire de Denkuzuki et de ses 10 puis 9 vassaux. Un homme né fort, amené à accomplir de grandes choses, qui ne rêvait pourtant que de liberté et d'aventure, rêvant de quitter son pays pour découvrir le monde. En rencontrant Barbe Blanche puis Gold Roger il y a plus de 20 ans de cela, avant le début de l'œuvre, Oden Kozuki n'a pas seulement voyagé, non, il a découvert tous les secrets de ce monde et sur le rôle qu'a le pays des Wa avec le siècle oublié et le One Piece. Son histoire tragique mais sa mort légendaire dans la marmite bouillante remplie d'huile n'a d'égal que l'immense héritage qu'il a laissé aux 9 fourreaux rouges, à son fils Momonosuke et à la fille de Kaido, Yamato. Un arc incroyable, immense, actuellement le plus long et sûrement le plus important de One Piece qui nous ouvre petit à petit les secrets du trésor laissé par le roi des pirates il y a de cela 24 ans. C'est tout le décor qui se dessine autour de nos héros, toute cette tension, l'histoire des fourreaux rouges et la vengeance patiente de nos très chers samouraïs. Wano, c'est l'arc qui va tout changer, l'arc qui va nous diriger vers la dernière ligne droite du manga, un arc soigné par son écriture, ses dessins et son animation, où toutes les forces du monde entier auront un rôle à jouer, pirates, alliés, ennemis, marines, révolutionnaires, samouraïs, génération terrible comme vieil empereur. C'est l'arc où tout le monde doit se dépasser pour vaincre un ennemi plus puissant que jamais, l'arc où le One Piece prendra alors le plus de sens en presque 25 ans d'écriture. Wano Kuni brille par toutes les qualités précédemment citées, mais il n'est pas encore terminé et nous réserve sans doute encore de grosses surprises. Préparez-vous, car nous n'avons pas encore tout vu. Numéro 2, l'arc d'Enies Lobby. C'est peut-être au final la nostalgie qui me fait dire qu'Enies Lobby est actuellement meilleur que Wano Kuni et les autres arcs du top. C'est le premier arc où nos héros vont directement affronter le gouvernement mondial, à partir du moment où notre cher roi des snipers va brûler le drapeau ennemi. C'est l'une des nombreuses scènes qui font d'Enies Lobby un incontournable. Robin a quitté l'équipage, suivant de son plein gré les bourreaux et puissants assassins du CP9 sur l'île judiciaire d'Enies Lobby pour y être exécutés. Nos héros vont chevaucher les mers à bord du Rocketman en compagnie de la Frankie Family des charpentiers de la Galela. Fendant les vagues et les grilles d'Enies Lobby, l'équipage au chapeau de paille est bien décidé à affronter le monde entier si c'est pour sauver Robin. Ce plan où ils sont tous alignés faisant face au CP9, qu'il est magnifique, j'en ai encore des frissons. Le moment où Frankie brûle les plombs de Pluton, Nami contre Khalifa, Sanji contre Jabura, l'incroyable combat entre Zoro et Kaku, mais surtout l'affrontement final d'anthologie entre Luffy et Rob Lucci. Je vous jure que cet arc est incroyable. Il est si culte et les scènes légendaires ne manquent pas. Usopp qui dit à Luffy de se relever, le sauvetage de Vodmeri, puis les adieux à ce dernier. Mais surtout ce moment où Robin dit qu'elle veut vivre, une phrase touchante et pleine de sens compte tenu de son passé. Un passé d'une petite fille de seulement 8 ans que l'on traitait déjà de monstre, qui ne souhaitait qu'apprendre de ce monde et qui vit tous ses amis et sa mère se faire tuer par le gouvernement. Comment ne pas oublier également Aguardi Sauro et l'acte d'Aokiji qui sauva l'enfant. Tout ça évidemment, sublimé par les coups échangés entre Luffy et le léopard assassin, Enies Lobby est un bijou scénaristique qui nous envoie des émotions comme rarement ressenties auparavant. Je suis littéralement tombé amoureux d'Enies Lobby et je rigole même pas. C'est pour moi un arc fantastiquement bien écrit et celui qui propulsera l'équipage au chapeau de paille sur le devant de la scène, tous sans exception. L'île d'Enies Lobby finira coulée par l'activation d'un Buster Call accidentel et nos héros s'enfuiront grâce à leurs navires et camarades. Robin, elle, sera bien évidemment sauvée et plus jamais elle n'aurait envie de quitter l'équipage et de se rendre aux ennemis. Une belle leçon d'amitié et de persévérance, comme le disait Sauro, et on est bien plus heureux lorsque l'on sourit et que l'on vit comme on l'entend. Numéro 1, l'arc de Skypiea. Et oui, Skypiea est pour moi actuellement le meilleur arc de One Piece, même si ce n'est qu'une question de temps avant que Wano Kuni ne prenne cette place. Skypiea est pour moi quasiment parfait. Il allie importance, impact, combat endiablé, scénario soigné, aventure, nostalgie et surtout humour. Je n'ai jamais autant ri qu'en lisant ou en regardant l'aventure de Skypiea. Et c'est ce qui, malheureusement, me manque un peu depuis l'ellipse. Nous n'avons pas autant de scènes d'humour entre nos héros, mais cela montre également qu'ils évoluent, car il ne faut pas que rire sur la plus dangereuse des mers. Après l'arc Alabasta, l'équipage tombe sur une île bizarre où il rencontre Mont Blanc Cricket, descendant de Mont Blanc Norland, un aventurier qui aurait découvert une cité d'or il y a 400 ans, mais qui fut traité de menteur lorsqu'il découvrit que cette île avait disparu. Et pourtant, elle existe, disait-il avant de se faire couper la tête. Finalement, l'île n'a été qu'aspirée par un courant ascendant nommé le Knock Extreme, et la cité d'or Chandora repose désormais à 10 000 mètres d'altitude.
Séduits par le souhait de trouver cette cité d'or et par l'histoire de Cricket, nos héros s'envolent vers Skypiea. Là-bas, ils y découvrent qu'un mystérieux tyran a élu domicile, le dieu Ener. Véritable monstre de puissance pour le début de One Piece, Ener est un homme charismatique dont l'histoire, bien que n'étant pas réapparue depuis plus de 15 ans, n'est pas encore terminée et se déroule encore aujourd'hui sur la Lune. Et quelle ne fut pas légendaire sa tête lorsqu'il découvrit pour la première fois que quelqu'un était immunisé face à sa foudre, un certain garçon en caoutchouc nommé Monkey D. Luffy. J'adore Skypiea, un arc en huis clos où personne n'interviendra et ne pourra partir. Il faut absolument vaincre Ener et l'empêcher de détruire Skypiea, car personne ne pourra s'en sortir vivant et personne ne viendra sauver qui que ce soit. Zoro contre Homme, le combat contre Satori, le one-shot de Shura par Wiper, le boa géant Noah, la scène du quintet finale de la bataille royale face à Ener, la découverte du passage de Goldie Roger en ces lieux, le Cloud Waterman du Merry, ou encore le retentissement du son de la cloche d'or qui fut entendu par Cricket, qui pouvait alors se rendre compte que son ancêtre n'était pas qu'un simple menteur. C'est le goût de l'aventure, une mixture parfaite entre humour décalé et combat aux enjeux titanesques, c'est ce qui me séduit le plus dans One Piece. Nous vivons non pas l'aventure d'un groupe de pirates, mais d'un groupe d'amis qui rient, qui s'entraident et qui pleurent ensemble. Car là est la marque de fabrique de One Piece. Nous devons avoir peur, nous devons pleurer, nous devons avoir soif d'aventure, nous devons rire, mais seulement si nous faisons tout ça en même temps. C'est un arc qui paraît anodin, mais qui est pourtant celui qui rassemble le plus et surtout le mieux toutes les valeurs chères à nos yeux, et qui font que nous aimons et que nous aimerons toujours One Piece. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne pourra les arrêter, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Comment ne pas résumer One Piece à cette liberté, à tous ces arcs et sagas, à tous ces personnages et toutes ces aventures, à toutes ces scènes mémorables et légendaires faisant de One Piece le plus grand manga de tous les temps. Que pensez-vous de ce top? Donnez-moi votre avis en commentaire le concernant et surtout donnez-moi votre top personnel des arcs de One Piece. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner car plus on sera de passionnés à parler ensemble de manga et d'anime, mieux ce sera. En attendant, moi je vous laisse, ciao!